Bah, c'est toujours la problématique de la société dans laquelle on vit, où il y a de plus en plus de dérives et de la prise en charge, on va dire, qui doit être normalement présente depuis le plus jeune âge. Le problème on parle beaucoup des CEF en ce moment et tout le monde en parle, hein, que ce soit les ministres ou là hier j'écoutais Jordan Bardella qui en parlait, mais personne ne sait vraiment ce que c'est un CEF, quoi. C'est ça qui est dingue, hein, parce Un que centre éducatif fermé. ouais, un centre Alors, lui, il éducatif. y est resté 2 fois 6 mois. Que se passe-t-il pendant ces 2 fois 6 mois alors, Peyo? Alors, un jeune, quand il arrive en CEF, bon, généralement, il y arrive parce que c'est une décision judiciaire. Donc, c'est-à-dire que les jeunes qui arrivent en CEF, c'est pas des contrats de séjour, c'est des documents individuels de prise en charge. Il n'y a pas, on recherche l'adhérence du mineur pour pouvoir venir en CEF, mais souvent ils y sont placés par décision judiciaire. Donc le juge leur dit, ben tu vas aller en CEF plutôt que d'aller en prison, parce que les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse se doivent de trouver une alternative à l'incarcération. C'est la Oui. loi, c'est comme ça. Oui. Donc ces jeunes, ils arrivent en CEF avec envie ou pas envie, parce que ce qui est quand même des fois un peu hallucinant, c'est que les peines de prison encourues sont plus courtes que les durées de placement en CEF. Donc on a même des fois des gamins qui préfèrent rester en prison parce qu'ils se disent bah, je vais faire mes 2 mois de prison au lieu de faire 6 mois en CEF. Mhm. Donc pour l'adhésion et pour la prise en charge après du jeune et donc pour mettre en place un projet, ça c'est déjà compliqué à la base. Ouais. Donc ces jeunes, ils arrivent et c'est un peu un melting pot en fait en CEF. C'est ça qui est très compliqué parce qu'on va recevoir autant des gamins qui sont là pour deal, pour violence, pour vol, mais on va aussi recevoir des gamins qui sont là pour viol ou des fichiers S ou des mineurs étrangers isolés ou MNA comme on dit maintenant. D'accord, ouais. Et donc on a un peu ce melting pot et nous on doit gérer tout ça en tant qu'éducateur en CEF et leur proposer des projets. La problématique avec comme avec ce jeune là dont il est question, c'est que c'est comme en prison en fait. Un jeune qui est là pour viol, nous c'est très compliqué de travailler avec lui parce que tous les autres jeunes qui sont dans le centre éducatif ne doivent surtout pas savoir qu'il est là pour viol, parce que sinon c'est comme Eh en oui. prison, il le tabasse. Mhm. Et donc nous, on nous met dans les CEF des profils mais totalement différents, avec des jeunes de cité qui sont quand même Et on vous déjà demande, un peu en fait, on hardcore. vous demande, ouais, là où il faudrait profiler et, Il faudrait des spécialisations, quoi, en fait. et prendre du temps pour chaque enfant avec voilà, une spécialisation, on vous demande de gérer la masse, quoi, en fait, c'est ça. Une Exactement. garderie. Et ensuite, est-ce qu'il y a des psys? Il y a des Oui, psys qui sont on a des avec vous? psys, on a des psys qui sont là généralement à mi-temps. Enfin moi dans mon CEF c'est à mi-temps, qui reçoivent les jeunes. Donc nous bon on bataille pour qu'ils aillent les voir. Mais ce qui manque, comme je vous le disais à l'instant, c'est qu'il y aurait un CEF qui accueille justement que des mineurs qui ont des problématiques de violence sexuelle comme ça serait beaucoup plus simple pour faire des groupes de parole et en discuter ouvertement. Là, c'est une espèce d'omerta. Quand on reçoit un jeune comme ça, on peut lui en parler à lui, mais Mais ensuite, quand il il faut sort, toujours faire attention. est-ce que c'est plus de votre ressort ce qu'il doit faire ensuite? Non, on a très peu de retours après Voilà, sur ce parce que que là, deviennent les jeunes il avait après. une phase d'apprentissage dans la menuiserie, je crois, et Oui, d'après ce qu'on disait, ça se passait plutôt pas mal, mais oui, il oui. avait ce comportement erratique en ville, c'est-à-dire il Oui. pouvait très bien se comporter lorsqu'il était encadré, Mm. lorsqu'il avait des tuteurs ou des éducateurs ou un patron, et puis ensuite, quand il était de nouveau livré à lui-même, c'est là où ça dysfonctionnait, quoi, en fait, Ça. Peyo. C'est ça le Bah, problème. c'est souvent la problématique quand ces jeunes qui passent à l'acte au niveau des violences sexuelles, parce que après il faut savoir il y a 2 types de jeunes avec qui commettent des violences sexuelles comme ça. Il y a celles qui ont cette on va dire ces Ouais. mœurs dans les quartiers avec les tournantes dans les caves, et puis il y a des gamins de très bonne famille qui arrivent et qui vont violer leur sœur, la petite voisine, et ça souvent comme le disait Kauter tout à l'heure, c'est des choses qui sont subies à la maison. Généralement, il y a pas de secret, hein. Ceux qui passent à l'acte au niveau Ouais. du viol, c'est souvent des gamins qui ont Qui ont été vécu ça, témoins. Mm, mm. oui, ou Qui ont été témoins. qui l'ont vécu. Donc là, c'est plus un problème psychologique, on va dire, comme une tournante, parce que Ouais, ouais. c'est la mode et c'est comme ça qu'ils vivent, et puis c'est comme Oui, ça mais qu'on s'est c'est intégré. pour ça que j'insistais tout à l'heure, Peyo. Vous faites votre travail d'éducateur. Mais après, c'est pour ça que j'insistais aussi sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire simplement de pointer du doigt quelqu'un en disant, là, il faut agir. C'est-à-dire que quand on voit dans une commune, qui n'est pas une grande commune, Rambervillers, visiblement, tout le monde savait, ou tous ceux qui étaient dans le quartier savaient
savait ce qui se passait, pourquoi il n'y a pas quelqu'un à ce moment-là qui prend l'initiative? C'est comme si en fait, on avait peur de la prise d'initiative aujourd'hui parce qu'on se dit, derrière, je ne sais pas ce qui peut m'arriver, et on se retrouve avec l'irréparable qui est commis, et on se retrouve avec une lenteur. On compte sur l'administration plutôt que de compter sur la responsabilité individuelle. Mais oui, ce que tu dis, c'est important. Parce Moi, que sur les réseaux, toi, tu dis, moi, je prends mes exactement. responsabilités. Parce que là, toi, il fallait se mêler de souvent, cet enfant. sur les réseaux, sur Twitter, que je trouve extrêmement violent, mais bon, il faut y être, entre guillemets. Les gens me disent, oui, Kauter, omnisciente, elle est au courant de tout, connaît tout le monde. Mais parce que moi, je me mêle. Moi, je vais au cinéma, il y a une bagarre, je vais me mêler. Je suis dans le métro, il y a une bagarre, je vais interpeller les jeunes, je vais m'interposer. Il y a un papy qui est par terre, qui est tombé, je vais le ramasser. Et on parle avec les gens, on n'est pas des murs. Donc, en fait, les gens, ils sont dans un côté hyper, au-delà de la peur, hyper individualiste, en fait. Individualiste et surtout pas de problème, pas de vague. Exactement, quoi. Et ils continuent, ça ne les concerne pas. Par contre, après, ils vont parler au bistrot du coin ou devant l'école. Ah, tu as vu le fils d'un tel? Ah, tu as vu la fille d'un tel? Mais pour s'interposer et être une éponge, tu vois, et peut-être, c'est des fois, un simple regard. Tu sais, un jour, j'étais dans le bateau à Marseille, dans la navette, et il y avait un petit autiste, mais qui était hyper balèze, tu vois, qui avait le gabarit de mon cher Kevin. Et sa maman, elle avait le gabarit de Thomas. Et il a commencé à être violent. Donc, on était en bateau, on allait au Frioul. Il a commencé à être violent, à crier sur un bateau. En fait, tu vois, c'est petit, c'est une navette, en fait. Et à un moment donné, il frappe sa mère. Et sa mère, elle avait honte parce que tout le monde regardait, elle était rouge, elle avait les larmes, elle essayait de calmer son fils, elle voulait pas crier. Et personne n'était intervenu, en fait. Et moi, j'ai pris les deux mains du petit garçon parce que quand tu as un élément extérieur, les gens, ça les calme aussi. Tu vois, c'est pas ta famille, c'est pas ta sœur avec qui tu te permets une violence, tu vois. Et moi, chaque fois qu'il y a une violence avec un petit qui est autiste, je prends la main du jeune. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien, mais je reste bienveillante, je parle doucement et ça peut calmer. Et les gens dans ce village-là, où moi, je suis extrêmement choquée, c'est pas une grande ville, c'est pas Marseille, c'est pas Paris, c'est pas Toulouse. Ils auraient c'est dû un petit village. Quelqu'un aurait dû signaler, ils auraient pu être un tampon. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'ils savent que rien ne va se passer. Oui. C'est ça, en fait. Non, il faut pas être pessimiste. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et dans beaucoup de situations, on est toujours content qu'il y ait quelqu'un qui se mêle de la situation comme toi. C'est rassurant et je trouve ça bien. Et ça m'arrive aussi, moi de le faire quand je sens que je peux le faire, que je peux me permettre de le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens. Tout le monde savait depuis le début qu'il y avait un problème, probablement peut-être même un problème dans cette famille, mais que les gens n'osent pas parce qu'ils savent que rien ne va se passer. Et que après, voilà, on va dire, ah bah, t'as fait ça, tu vois, c'est toi. Après, c'est toi qui es ciblé. S'il y avait un suivi des choses, si on était pris en charge, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur d'aller porter plainte. Et autres, parce qu'ils se disent, il va rien se passer. Et en même temps, on va m'identifier comme ayant porté plainte. Mais toi, quand tu fais des signalements, par exemple, Kevin, sur des enfants que tu peux penser être à problème ou potentiellement violents, il y a une action-réaction ou pas? Moi, j'alerte l'infirmière de l'établissement, j'alerte l'assistante sociale et c'est elle qui se débrouille avec ça. Mais on sent bien qu'il y a des délais qui sont extrêmement longs et parfois on ne voit pas les choses arriver. Enfin, des gamins qui développent des troubles parfois qui sont très anxieux, on sent bien qu'ils sont très mal dans leur peau, ils ont un problème familial. Entre le signalement et la prise en charge, parfois on ne la voit même pas. C'est sur des mois, voire des années. Donc en effet, ça pose question. Et même, je dirais même la chose suivante, c'est que parfois l'enseignant constate quelque chose. Déjà, il n'est pas formé pour constater ça. Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'il se dit, oulala, si je me mets à signaler ça, on va me demander des comptes. Il va falloir que je remplisse telle ou telle chose. Finalement, certains enseignants se mettent à renoncer à signaler, sans doute par lâcheté, sans doute par facilité, mais aussi en ayant conscience que de toute façon, rien ne se passera. Il y a un truc qu'on va aller vite, si je peux me permettre, un truc qui est important. Oui, parce que je connais Jeanne au 32-16. En fait, on semble oublier ici qu'il semblerait que la maman ait des problèmes psychologiques aussi. Et en fait, tout ça part de la violence qui a été subie par la maman, semble-t-il, et par le beau-fils, parce que c'est le beau-père qui frappait tout le monde, en fait. Et on voit que la mauvaise prise en charge ou la non-prise en charge des femmes battues, des familles qui subissent des violences par le conjoint, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et ça, c'est important de le rappeler parce que la source semble être quand même les violences qu'il a subies depuis le départ par son beau-père. Et sa mère était en plus un public vulnérable parce qu'elle est malade elle aussi. C'est Jeanne qui est avec nous. Bonjour Jeanne. Oui, bonjour. Vous vouliez témoigner à propos de ce qui s'est passé. Pourquoi Jeanne? Dites-nous. Alors moi, pour le coup, je voulais passer un témoignage parce que je pense que le problème, c'est pas... Alors je suis enseignante, ça fait 10 ans que je travaille en Seine-Saint-Denis, j'ai travaillé à Bordeaux avant. Donc je pense pas que ce soit le lieu qui soit problématique. Et pour le coup, moi j'ai été harcelée pendant 2 ans et demi par une ancienne élève. Et avant de savoir que c'était une ancienne élève, j'ai reçu des courriers chez moi. Donc la personne s'est déplacée chez moi, a déposé des courriers en disant qu'elle m'observait, qu'elle était amoureuse de moi. Enfin, ça s'est vraiment prolongé très très loin. Donc il y a eu plusieurs dysfonctionnements. Le premier, c'est... Elle avait quel âge l'élève? C'est pas indiscret. Alors pour le coup, elle avait 17 ans au début et maintenant elle en a 19. Donc là, ça vient de passer au tribunal que maintenant. Oui.
Et donc, entre-temps, j'ai été confrontée à plein de problèmes. Alors, c'était pas dû à ma lâcheté, mais vraiment au manque de moyens humains et d'effectifs sur les lieux. Donc, pour le coup, la première chose que l'Éducation nationale quand même m'a proposé, c'est de muter. Donc, le problème, c'était pas l'élève qui avait un problème, mais c'était moi, il fallait que je mute. Donc, sachant que ça fait à peu près 1000 élèves que j'ai eu depuis que j'enseigne et je n'ai jamais eu de ce problème de ce type-là, et que ce que je demandais, c'est pas que l'élève soit puni, mais au contraire, qu'elle soit suivie parce qu'il y avait un problème. Parce que vous connaissiez l'élève, excusez-moi, vous connaissiez l'élève. C'est une élève que j'ai eue pendant l'année du confinement. Vous êtes au lycée, c'est ça? Ouais, je suis en lycée. Que j'ai eu pendant l'année du confinement et qui, en fait, à ce moment-là, était très très mal, a fait une tentative de suicide. Et donc, j'ai été très présente pour cet élève. Et donc, a priori, selon les psychologues, elle m'a considérée comme sa sauveuse. Et donc, pour le coup, après, elle a fait une obsession. Donc, c'est parti. Enfin, pour le coup, elle a été diagnostiquée. Moi, j'ai été suivie par 2 psychologues pour vérifier que j'étais bien quelqu'un d'équilibré, machin. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 ans et demi que l'élève n'avait pas eu d'obligation de suivi. Donc, j'ai pris un avocat pour pouvoir faire en sorte que ce soit considéré avant ça. Donc, en fait, ça s'était retourné, quoi, en fait. On voulait savoir qui vous étiez. Oui, c'est dingue. Ça s'est pas tant retourné, mais en fait, on a été confrontés. J'ai été très bien suivie par mon directeur, pour le coup, qui m'a accompagnée pour porter plainte. Le premier souci que j'ai eu, c'est que je suis tombée sur une fonctionnaire de police qui était très très bien. Entre-temps, elle est partie. Et même chose, dans le 93, il manque énormément d'effectifs. Les profs, les services sociaux, les policiers. Donc en fait, les infirmières. Et les infirmières, bien évidemment, on n'a pas d'infirmières dans notre établissement, donc ça pose problème aussi. Mais Jeanne, au-delà de votre cas, vous pensez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont comme ça, dans des profils psychologiques très fragiles et qui pourraient basculer dans la violence, Jeanne, ou pas? En fait, je pense que ça a toujours existé, sauf que là, en fait, on se rend bien compte, très clairement, avec les affaires. Il y a eu Samuel Paty, il y a eu la collègue à Saint-Jean-de-Luz, là, il y a eu l'affaire avec ce jeune de 16 ans, qu'en fait, il y a un problème dans notre système. On ne met pas les moyens humains sur les personnes qui pourraient justement détecter ça. Vous vous rendez compte qu'il faut attendre 2 ans et demi que je me plaigne en disant il y a eu l'affaire Samuel Paty, il y a eu tout ça pour qu'on me dise au bout d'un moment. Parce qu'elle aurait très bien pu passer, à l'action, cette jeune fille, contre vous, quoi. On imagine. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Enfin, moi, non, mais c'était potentiellement, ça pouvait. Mais effectivement. on n'en sait rien. Justement, on n'en sait rien. C'est ça le.